Monsieur le député Patrick Hetzel, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 59e réunion parlementaire organisée par Contribuables Associés, réunion qui sera présidée par Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, membre de la Commission des Finances et président de la Commission d'enquête parlementaire relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales de septembre 2020. Monsieur le député, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Cette réunion a pour thème, je cite, « Lutte contre la fraude sociale, un enjeu majeur en termes de dépenses publiques ». Pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Prats. Le juge Charles Prats est sans doute le Français le mieux informé sur les fraudes aux prestations sociales. Une expérience de 25 ans de lutte contre la fraude, commencée comme inspecteur des douanes, puis juge d'instruction pendant 5 ans, et ensuite en qualité de premier magistrat de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, DNLF, jusqu'en 2012, année où il a été nommé vice-président du tribunal de Paris. Charles Prats est également l'auteur du livre « Le cartel des fraudes » aux éditions Ring, dont je vous recommande vivement la lecture. Les fraudes sociales, donc, sont un vaste sujet auquel Contribuables Associés s'attaque depuis de nombreuses années. Ces conséquences sont majeures, à la fois pour les dépenses publiques, mais aussi pour la situation économique du pays. Elles sont le fruit d'un laxisme d'un certain nombre d'acteurs publics, ce qui a pour effet de les diversifier et de les multiplier. Quelques chiffres. 5 millions de fraudeurs, 52 milliards d'euros de fraude, 20% des djihadistes français résidant à l'étranger reçoivent des aides sociales, un tiers de numéros de sécurité sociale sont attribués à des étrangers sur la base de faux documents, 3 millions de centenaires reçoivent des prestations sociales alors que l'INSEE n'en dénombre que 21 000, 252 porteurs de carte vitale qui ont plus de 120 ans. Ce ne sont que quelques exemples car vous l'aurez compris, les fraudes sociales revêtent plusieurs visages. C'est un sujet prioritaire pour les 350 000 membres de Contribuables Associés. C'est la raison pour laquelle, chez Contribuables Associés, nous avons participé à la rédaction d'un certain nombre de propositions de loi que nous avons soutenues par ailleurs depuis des années. Par exemple, la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'ampleur, le coût, les causes de la fraude aux prestations sociales qui a été déposée par Josiane Corneloup et qui a réuni 38 co-signataires. Nous avons soutenu cette PPL en 2019. Mais aussi une proposition de résolution invitant le gouvernement à commander un audit indépendant afin de procéder à une évaluation robuste et objective du coût de la fraude aux prestations sociales. Cette PPR a été déposée par Jean-Pierre Door. Nous l'avons soutenue et elle a été co-signée par 43 députés. Et puis en 2011, la généralisation de la photographie sur la carte vitale dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales. C'était un texte déposé par Louis Giscard d'Estaing qui a réuni 231 co-signatures que Contribuables Associés avait appelé de ses voeux. C'est donc un sujet depuis longtemps de Contribuables Associés. Et c'est la raison pour laquelle je remercie le député Patrick Hetzel et Charles Prats d'intervenir à nos côtés ce soir pour nous en expliquer un peu plus. À vous. Nous avons aussi pu constater lors des tests, avec des bases de données prises auprès de la police de l'air et des frontières, qu'il y avait là des usurpations d'identité assez conséquentes. Dès les premières auditions est apparue une faille dont d'ailleurs Charles Prats avait déjà alerté depuis quelque temps, c'est la faille dans le nombre de numéros de sécurité sociale qui sont répertoriés. Il est supérieur au nombre total de la population française, dans une proportion que l'administration est bien en peine de préciser, mais qui est sans doute comprise, et je dis bien, enfin là aussi, puisqu'on n'a pas de chiffre précis, entre 2,4 et 6,7 millions. Rien que cela. De même, le nombre de cartes vitales entre guillemets actives, c'est-à-dire avec des droits qui sont ouverts sur ces cartes et qui sont donc en circulation, est supérieur au nombre de ressortissants
des différents régimes de sécurité sociale sans que là aussi l'administration soit capable de fournir un chiffre fiable. Et d'ailleurs, nous avons, y compris avec Pascal Brindot, effectué un signalement auprès du procureur de Paris pour faux témoignage, parce que nous avons constaté que différents représentants de l'administration, directeur de sécurité sociale, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, donnaient des chiffres différents. Nos auditions et nos déplacements ont également laissé apparaître de façon criante la faiblesse du pilotage national de la lutte contre les fraudes aux prestations. Nous avons mis au jour de multiples zones d'ombre et d'incohérences qui favorisent, hélas, la fraude. Nous avons été dans l'incapacité d'ailleurs d'évaluer avec précision son montant, tant les outils manquent pour distinguer ce qui relève de simples erreurs, de laxisme, de désorganisation des services ou de manipulation délibérée de documents. Mais en tout état de cause, ce chiffre de 20 à 30 milliards est un chiffre qui est tout à fait à prendre au sérieux, et c'est peut-être même plus que cela. Et donc face à ce préjudice financier qui est considérable, nous avons présenté 55 recommandations. Alors évidemment, on ne va pas les reprendre toutes aujourd'hui, en tout cas des recommandations qui appellent les pouvoirs publics à un véritable sursaut. D'ailleurs, voyez-vous, l'année dernière, le ministre de la Santé avait adressé une lettre de mission de 4 pages au nouveau directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Eh bien, dans les 4 pages, pas un mot sur la fraude. C'est-à-dire que, comme si le phénomène n'existait pas. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous a vraiment frappé, c'est à beaucoup d'étages la politique de l'autruche. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi une telle politique de l'autruche ? En tout cas, pour nous, ça a été la preuve que nous devons continuer à marteler le sujet afin que le gouvernement prenne enfin le taureau par les cornes. Et là aussi, pour vous donner quelques éléments de l'arsenal opérationnel de lutte contre la fraude que nous proposons, nous avons par exemple demandé la création d'une agence nationale de lutte antifraude qui serait dotée de pouvoirs d'audit, de conseil et d'injonction à l'égard des organismes de protection sociale. Parce que, comme j'ai pu l'indiquer il y a quelques instants, vous avez des organismes qui prennent le problème à bras-le-corps, mais d'autres ne le font pas. Et donc, du coup, il faut les inciter à le faire. Et donc là, nous proposons aussi la mise en place rapide d'éléments de biométrie dans les données attachées à la carte vitale et dans les procédures permettant aux retraités vivant à l'étranger de prouver leur existence. Parce qu'on voit bien que là aussi, quand même étonnant, qu'il fait tellement bon vivre à l'étranger qu'un nombre significatif de centenaires, effectivement, se trouvent à l'étranger et perçoivent des retraites françaises. Le développement de la coopération entre les organismes de protection sociale et les services de police judiciaire spécialisés, là aussi par des échanges renforcés d'informations sur les modes opératoires et en développant les mises à disposition de personnel afin de lutter contre le phénomène des fraudes en bande organisée. Par exemple aussi une accélération de la modernisation des systèmes d'information des organismes de sécurité sociale afin d'améliorer le recouvrement des indus frauduleux et de permettre leur détection sur une durée de 5 ans conformément à la loi. Parce que, plupart des cas, eh bien, les indus ne sont que très partiellement récupérés. Et donc, ça n'incite pas les gens à, être prudents quand ils effectuent leur déclaration. Et puis enfin, la création d'un code de la répression de la fraude sociale, ou en tout cas un livre des procédures et des sanctions sociales afin de rationaliser et d'harmoniser les procédures et les sanctions liées aux fraudes sociales. Vous l'aurez compris, je crois qu'il y a là un vaste champ sur lequel, et d'ailleurs c'est sans doute la raison qui a motivé la réunion d'aujourd'hui, nous avons encore un travail important à faire pour que le gouvernement prenne véritablement conscience du fait qu'on ne peut pas continuer ainsi, d'autant plus que, si nous voulons préserver notre modèle social à la française, la meilleure manière de le préserver, c'est d'éviter que des tuyaux illégaux ne soient là pour pomper cette richesse nationale et du coup la richesse de nos concitoyens. Donc je pense qu'il y a là des messages à passer. Très longtemps, on a entendu des formulations du type c'est la fraude du pauvre. Nous, ce qu'on a vu, c'est que attention avec ce genre de formule un peu à l'emporte-pièce. Non, c'est pas la fraude du pauvre, c'est de plus en plus
des fraudes qui sont le fait de bandes organisées. Donc à partir de là, il faut traiter cela aussi comme il se doit. Ce qui est les échanges les plus intéressants, mais ça ne surprendra pas un magistrat comme Charles Prats, ont eu lieu avec la Direction générale de la police aux frontières, parce que eux ont l'habitude de traiter de ces questions, et quand ils nous ont accompagnés, par exemple au Sandia, où sont effectuées les immatriculations des étrangers qui souhaitent obtenir un titre ou un autre des prestations sociales françaises, eh bien, eux-mêmes ont indiqué que faire ça sur la base de documents photocopiés était assez invraisemblable, parce que eux-mêmes nous ont montré les difficultés qu'ils rencontraient à détecter les faux, alors qu'il s'agissait de véritables pièces d'identité. Hein. Donc évidemment, ils nous ont montré que c'était très facilement falsifiable et qu'il y avait là une marge de progression considérable. Mais là aussi, le Sandia ne veut pas trop... on voit bien la Caisse nationale d'assurance vieillesse minimise très, très largement le phénomène, et je pense que là aussi, il faudra qu'on continue à exercer une certaine pression pour que les choses changent. Voilà quelques éléments. Je pense que pas être plus long dans un premier temps, évidemment, pour que mon voisin puisse également s'exprimer, et puis qu'ensuite puissions débattre avec les collègues. Charles Prats, je suis sûr que vous avez énormément de choses à rajouter de par votre expérience. Oui, je pourrais en rajouter, mais là on parle avec des parlementaires, donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de leur délivrer quelques petites informations, éventuellement même complémentaires et postérieures au rapport Hetzel-Brindaud de la commission d'enquête, parce que bien sûr le sujet de la lutte contre la fraude aux prestations sociales est mouvant, hein, il évolue de jour en jour. Et il y a eu quelques novations, entre guillemets, dans les informations qu'on a pu obtenir, qui montrent que la situation, en fait, est encore pire que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que moi c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le cartel des fraudes, qui s'appuie principalement d'ailleurs sur les investigations de la commission d'enquête parlementaire, pour refaire un petit peu l'historique, pour que les députés comprennent. C'est vrai que tout ça est parti de contrôles qu'on avait fait à Bercy, à l'époque où j'étais à la délégation à la lutte contre la fraude. Ah, merci, le voilà. Le livre. Non, mais c'est bien parce que comme ça je vais pouvoir montrer un certain nombre de choses aussi à l'écran, ça va intéresser les députés. On était parti à l'époque de la problématique justement de l'immatriculation des gens nés à l'étranger à la sécurité sociale, et donc de la fraude documentaire, c'est-à-dire l'immatriculation à l'aide de faux documents. Et à l'époque, en 2011, le taux de fraude qu'on avait détecté, on avait fait une opération d'évaluation avec la police de l'air des frontières et puis les gens de l'INSEE et les gens de la CNAV, c'était 10,4%. Donc on avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur base de faux documents, a priori. Quand la polémique a rebondi fin 2018, on m'a traité de menteur, de fake news. La sénatrice Nathalie Goulet, qui avait eu l'outrecuidance de commencer à enquêter, s'est fait traiter de tous les noms par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dont on connaît le rapport à la vérité depuis. On a vu ça dans la crise du coronavirus. Et donc, il y a eu tout un tas de choses qui sont faites. Il y a eu un rapport sénatorial du sénateur Van Lorenberg, qui sera plus tard entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et qui sera mis devant les contradictions de son propre rapport, parce que c'est un tissu hallucinant. J'invite des gens à le relire et à le comparer avec le rapport de la commission d'enquête parlementaire, c'est assez intéressant. Et finalement, c'est vrai que suite à toutes ces polémiques, il y avait eu une mission confiée à Carole Grandjean, la députée, et à Nathalie Goulet, la sénatrice, qui n'avait pas pu conclure, parce qu'en fait on les avait empêchés de travailler. Très clairement, elles l'ont expliqué. Et finalement, c'est vrai que c'est Jean-Christophe Lagarde, fin 2019, qui a dit puisque c'est ça, je provoque une commission d'enquête parlementaire, qui a été placée sous la présidence de Patrick Hetzel, et donc avec Pascal Brindaud, rapporteur, qui a travaillé de manière transpartisane, avec beaucoup de députés qui avaient assisté aux auditions, et qui a permis d'obtenir un certain nombre d'informations intéressantes, et notamment sur les histoires de faux documents, pour permettre une immatriculation sociale pour les gens soi-disant nés à l'étranger d'ailleurs. Quand j'ai été entendu par la commission d'enquête, c'est moi qui donnais ces éléments à la commission d'enquête parlementaire. Je leur ai dit, voilà, très simplement, nous avons selon l'INSEE 8 200 000 personnes nées à l'étranger, on était donc sur des chiffres de 2019, et je me rappelle, je pose la question comme ça, en souriant, d'après vous, combien y a-t-il de bénéficiaires de prestations sociales sur ces 8 200 000 personnes à l'étranger? Et la réponse était 12 400 000.
Réponse officielle du ministère de la Santé, une question écrite parlementaire. Et donc en refaisant des calculs des retraitements par rapport aux gens qui sont à la retraite à l'étranger, etc., on arrivait à minima à 2 500 000 personnes nées à l'étranger, en trop par rapport aux gens qui existaient. C'est-à-dire qu'on avait 2,5 millions de fantômes gloutons nés à l'étranger qui bénéficiaient, c'est-à-dire qui touchaient à la fin du mois, à des prestations sociales. Et donc j'avais invité la commission d'enquête à élargir les investigations, parce que, comme j'avais dit, il n'y avait pas de raison que ce soit le BINS simplement sur les fichiers des gens nés à l'étranger, mais ça signifiait que c'était peut-être le BINS sur tout le fichier. Et c'est ce que Pascal Brindot et Patrick Hetzel ont fait. Et quand ils ont posé la question de savoir combien il y avait au total en France de bénéficiaires de prestations sociales, je rappelle qu'à l'époque, nous avions 67 millions d'habitants, selon l'INSEE. Eh bien, nous avions 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales. 6 700 000 personnes en plus qui bénéficiaient de prestations sociales par rapport aux gens qui existent. Alors là, pareil, on retraite avec les gens à l'étranger, etc., mais ça faisait globalement 5 millions de fantômes. Voilà, et donc l'administration avait été très embêtée, elle avait fini par reconnaître du bout des lèvres qu'il y en avait 2,4 millions, où ils ne savaient pas qui c'était, ils étaient en train d'investiguer. Mais ce qu'on a appris, et ça c'est nouveau, parce que c'était postérieur au rapport de la commission d'enquête, la Cour des comptes a aussi rendu un rapport en septembre 2020 sur la fraude aux prestations sociales, et dans ce rapport de la Cour des comptes, quand on le lit, on se rend compte qu'en réalité, la Cour des comptes le pointe, elle dit non, mais l'administration n'a pas dit la vérité à la commission d'enquête parlementaire. L'administration a caché 2 900 000 personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas 2,4 millions le surplus, c'était 5,3 millions. Parce que la Cour des comptes est venue nous expliquer, c'est un rapport de septembre 2020, qu'en réalité, nous avons 75 300 000 assurés sociaux en France, dans un pays de 67,1 millions d'habitants. On a un surplus de 8 200 000 personnes assurés sociaux, donc avec des droits, c'est pas, avec des droits ouverts, plus de 75 millions de personnes sur un pays de 67 millions d'habitants. Donc si ça, ce n'est pas révélateur d'un problème, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être révélateur d'un problème. Et la Cour des comptes est allée plus loin dans ce même rapport. Il y a eu un petit détail, moi, qui m'a marqué, c'est qu'en fait, elle est venue expliquer que sur la partie des gens nés à l'étranger, nous avions 7 700 000 personnes nées à l'étranger bénéficiaires de prestations en retraite françaises. Il y a eu un peu de progression, il n'y a que 8 400 000 personnes nées à l'étranger sur le territoire national. Et sur ces 8 400 000 personnes, vous en avez 7 700 000 qui seraient des retraités. Alors moi je veux bien, mais ça fait un taux, alors si on enlève ceux qui sont à l'étranger, etc., ça fait un taux de 80% des gens nés à l'étranger qui seraient des retraités. Ça n'a strictement aucun sens. Et ça c'est écrit noir sur blanc dans un rapport de la Cour des comptes. Alors le sénateur Sébastien Meurant, qui est membre de la commission des finances du Sénat, a interrogé Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui ne lui a pas répondu. Voilà. Et donc on est avec cette espèce d'interrogation qui est d'ailleurs relayée régulièrement par Éric Zemmour dans ses émissions, puisqu'il s'est saisi de cette question. On a 7 700 000 retraités nés à l'étranger d'après la Cour des comptes. Alors est-ce que c'est une erreur dans le rapport de la Cour des comptes? Est-ce qu'ils se sont trompés quand ils ont rédigé leur rapport? Ou est-ce que c'est vrai? Mais si c'est vrai, ça pose une vraie question. Parce que là, on est encore en train de nous reparler de la réforme des retraites. Et ça signifierait qu'on aurait un retraité sur deux, une retraite sur deux, de droit direct ou de droit dérivé, qui serait payé à quelqu'un né à l'étranger. Or, c'est pas possible. Mais ça partirait quand même tous les mois dans le système. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on tire la pelote, on retombe sur de nouveaux potentiels scandales sur lesquels il faut investiguer. Tout à l'heure, Patrick Hetzel parlait des problèmes de fraude documentaire et de terrorisme notamment. Et c'est vrai qu'ils ont pu faire un contrôle, la commission d'enquête a fait ce qu'on appelle un crash test, c'est-à-dire qu'ils ont eu un fichier d'environ 200 identités dont on savait que c'était des faux papiers. En fait, c'était des personnes qui avaient été identifiées dans le système bancaire avec les opérations de Know Your Customer. Et vous savez, quand vous devez ouvrir un compte bancaire, les banques doivent faire des vérifications. Et donc là, c'était des pièces d'identité qui avaient été identifiées comme fausses, voilà, par un prestataire pour les banques. Et donc il y avait un fichier de 200 personnes qui était ciblé sur 4 pays européens. Pourquoi des documents prétendument d'origine européenne? Parce que ça vous permet de rentrer dans le système sans avoir à justifier de titre de séjour, donc ça permet d'éviter le contrôle par le fichier AGDREF, qui est le fichier du ministère de l'Intérieur des titres de séjour. Et donc ça évite d'avoir à falsifier une autre pièce, un autre titre, et surtout, le faussaire ne peut pas avoir accès au fichier AGDREF. Donc quand vous faites un faux originaire, soi-disant d'un pays de l'Union européenne, ça passe beaucoup plus facilement. Et l'idée, c'était d'inverser un petit peu les choses et de voir si sur ce fichier de 200 personnes, cet échantillon de 200 personnes, combien il y en avait, on sait que c'est des fausses identités, des faux papiers, combien il y en avait qui avaient réussi à rentrer dans le système social français. Leur résultat, c'est 40%. C'est-à-dire qu'ils en ont retrouvé 40%
qui avait réussi à avoir un numéro de sécurité sociale en France. Et alors, il y en a un qui était intéressant, c'est celui que j'appelle Abou Alok dans mon livre, c'est Zakaria Azbaï. Alors, pour les parlementaires, le voilà, je ne sais pas si on voit bien la pièce d'identité de ce monsieur. Il est venu s'inscrire avec une pièce d'identité frauduleuse belge. Il avait simplement modifié son prénom, il avait rajouté un E à la fin du prénom. On sait, par le ministère de l'Intérieur belge, que cette pièce d'identité est fausse, et que l'identité elle-même est fausse. Il n'existe aucun Zakaria E Azbaï en Belgique. Il y a des Zakaria Azbaï, mais pas de Zakaria E Azbaï. Et en fait, cet individu, on le retrouve assez facilement en source ouverte, c'est un djihadiste belge, qui était membre de Sharia for Belgium, donc c'était les djihadistes de Vilvoorde en Belgique. Et en 2013, il était présent à la réunion d'inauguration de Daesh, l'État islamique, en Syrie, à côté de Abu Bakr al-Baghdadi, qui était le calife de Daesh. Et, vous savez, quand Daesh a transféré d'Irak en Syrie, ils ont fait une espèce de réunion d'inauguration. Et donc, Zakaria Azbaï était là, en tant que djihadiste international. Là, on est en 2013. Et en fait, en 2015, on le retrouve en France, au moment des attentats du 13 novembre, c'est-à-dire 2 semaines avant, 1 semaine après, où il essaye d'ouvrir des comptes bancaires. Et quelques années après, quand on contrôle, on se rend compte qu'il a obtenu un numéro de sécurité sociale en France et qu'il va percevoir des allocations, je crois. Alors ça, moi, je n'y étais pas, mais manifestement, cet individu percevait des allocations, je crois, de la CAF. Voilà. Et en plus, à une date relativement récente, je crois que c'était jusqu'en 2020, alors même que quand on regarde en sources ouvertes sur Internet, il est censé avoir été tué quelques années auparavant. Il est mort au combat, a priori. Et donc, ça vous démontre qu'en réalité, le système est une passoire en matière de fraude documentaire. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, sur notamment ces titres d'identité européens, manifestement, les outils ne sont pas utilisés. Et là, en l'espèce, cette carte, elle était basiquement falsifiée, puisqu'elle a été repérée par les banques, parce que la bande MRZ, donc l'algorithme de codage, était mauvais. Donc immédiatement, ça sortait faux papier d'identité. Et des exemples comme ça, il y en a donc au moins 40% dans l'échantillon qui a été utilisé par la commission d'enquête parlementaire. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que la police de l'air et des frontières, je me rappelle très bien de cette audition, ils sont sous serment, donc c'est le commissaire divisionnaire de la PAF qui explique que pour lui, il faut rejeter 1/3 des dossiers d'immatriculation de gens nés à l'étranger pour soupçon de falsification de documents. Il y avait 21 millions de numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger l'année dernière, en tout. Ça veut dire qu'il faudra en rejeter 8 millions. Alors, vous voyez, c'est énorme. Alors il y en a qui sont repartis, etc., mais ça nous fait au moins 4 à 5 millions de numéros de sécurité sociale problématiques. Rien que sur cet aspect de gens nés à l'étranger. Mais comme je vous le disais avant, de toute manière, quand vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67 millions d'habitants, il y a un problème énorme. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique. Un gamin de CE2, il comprend. Là, il y avait un vrai souci. Et là-dessus, alors c'est vrai, je rejoins ce qu'a dit le président Patrick Hetzel, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation financière fine par les organismes. La CNAF fait des évaluations qui sont un peu minimisées. D'ailleurs, si on prend en compte le risque financier à 5 ans, on serait plutôt aux alentours de 4 à 5 milliards d'euros d'enjeux pour la branche famille. Sur la branche maladie, la CNAM refuse de faire des évaluations. Il y a une évaluation de l'EHFCN, qui est le réseau européen des caisses d'assurance maladie, qui chiffre, alors on est entre 3 et 10%, donc si on prend le milieu, 6,5, on serait à 13-14 milliards d'euros de fraude à l'assurance maladie par an. Sur la branche vieillesse, il y a 0 évaluation. Enfin voilà, on est un peu dans l'expectative. La seule chose qu'on peut vraiment déterminer, c'est qu'on a au moins 5 millions de fantômes, si ce n'est plus, qui bénéficient de prestations sociales. Et le montant des prestations sociales en France, c'est 787 milliards d'euros par an, frais de gestion compris. Donc si vous appliquez une dépense moyenne de protection sociale, ça vous fait un peu plus de 50 milliards d'euros d'enjeux de fraude. Alors on ne sait pas si c'est moins, si c'est plus, mais on parle d'une cinquantaine de milliards d'euros. Parce que la France étant très généreuse en matière de prestations sociales, je vous rappelle que la perception des impôts, c'est à 634 milliards de mémoire par an. Les cotisations sociales, on doit être vers les 530 milliards d'euros par an. Et donc les prestations sociales, on est quasiment à 800 milliards d'euros par an. Donc ce n'est pas totalement illogique que sur une enveloppe beaucoup plus grosse d'argent, le montant en valeur absolue des fraudes soit plus élevé. Par quel miracle, dans une enveloppe de 800 milliards d'euros versée chaque année, la fraude serait epsilonesque à comparer aux autres enveloppes sur les prélèvements. Donc voilà, c'est pour poser un petit peu les enjeux financiers et dire de manière relativement simple. Alors après, c'est vrai qu'on peut parler des cas un petit peu amusants.
les doyens, donc l'assurance maladie qui ont 128 ans, l'assurance maladie ouvre des droits à des gens qui sont âgés de 128 ans, ça pose pas de problème, bon, c'est comme ça. Donc l'histoire du djihadiste belge, etc. Mais on pourrait parler des fraudes des professionnels de santé, on y passerait des heures et des heures, mais ce qu'il faut bien retenir, et c'est vrai que pour la représentation nationale c'est quand même marquant, surtout quelques mois avant de nouveau des débats budgétaires, la nouvelle loi de finances, nouvelle loi de financement de la sécurité sociale, c'est que on a quand même réussi à déterminer que dans notre pays où nous avons peu ou prou 67 millions d'habitants, nous prenons en charge plus de 75 millions de personnes. Donc là, une fois qu'on a dit ça, à mon avis, si on considère qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on a un léger déficit dans la capacité d'analyse. Merci pour cet exposé. Et c'est vrai, vous le disiez, finalement, il y a un manque de volonté de l'administration. Alors, donc, on peut se poser la question de savoir si c'est finalement une forme de volonté politique de ne pas faire la chasse aux fraudes, ou est-ce que c'est pour cacher des années d'errance, comme vous disiez, avec des patrons d'administration qui finalement n'ont pas souhaité répondre parce qu'ils ont peur, finalement, j'imagine, qu'on découvre qu'ils n'ont pas mis les moyens sur le contrôle. Et on voit bien, comme disait Charles Prats, les montants des cotisations en France est extrêmement important et que c'est difficile de justifier. D'ailleurs, je compterai associé, on avait écrit à Agnès Buzyn quand on s'est rendu compte qu'il y avait un montant des pensions de retraite détourné, c'est du vol, purement et simplement. On avait été traité par le mépris, et puis on avait réécrit une seconde fois finalement à Édouard Philippe, qui s'était saisi du dossier pour mener une enquête, mais finalement, on se rend compte qu'il y a une absence totale de volonté, et on a du mal à savoir si c'est effectivement pour masquer une incompétence, ou bien s'il y a une volonté politique de ne pas vouloir froisser l'opinion, ou une autre manière d'acheter la paix sociale finalement, parce que, comme vous disiez à juste titre, il y a un certain nombre de fraudeurs dans l'opinion publique dont on pense que c'est la veuve et l'orphelin, alors qu'en réalité c'est le fait de mafias. Mais en tous les cas, dans l'opinion, c'est plutôt perçu, la chasse à la fraude, comme étant pas très bon pour les gens qui seraient en difficulté, quoi. Donc on n'arrive pas finalement à savoir quelle est la vraie raison derrière qui motive l'administration, parce que c'est assez incroyable finalement ce manque de recherche. On voit bien tous les efforts que vous avez fait d'un point de vue parlementaire pour avoir des informations que vous n'avez pas obtenues, pire, les mensonges qu'il y a pu y avoir, quoi. Donc c'est ça qu'on arrive à déceler en fait. Est-ce que vous avez une opinion finalement sur les raisons profondes de tout ça ? Oui, il y a quand même... Alors, je pense que c'est multifacteur. C'est multifacteur, d'abord de manière générale, dans ces organismes, il y a une culture, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une culture du versement de prestations. Donc ça, c'est la culture dominante, et celle-là, elle est historique, elle est héritée de l'histoire. Sauf que, entre l'histoire et aujourd'hui, on a changé de volumétrie. On a notamment changé de volumétrie. Il ne s'agit pas de focaliser sur la question des étrangers, mais en tout cas, c'est l'un des points où la volumétrie a fortement évolué, pour diverses raisons. Vous avez... allez, on va prendre quelques exemples pour bien illustrer, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Vous avez des étudiants étrangers qui viennent faire des études sur le sol français, qui du coup vont cotiser à la sécurité sociale étudiante et vont obtenir une carte vitale à ce titre-là. Tout à fait normal, ils cotisent. Bon. Et en fait, ce qui se passe dans un certain nombre de cas, ces personnes vont quitter le sol français, vont retourner dans leur pays, et vous avez des réseaux qui, dans un certain nombre de cas, vont récupérer cette véritable identité et vont l'utiliser de manière frauduleuse, comme si la personne était encore présente sur le sol français. Donc là, on est dans une... comment dire, au départ, tout va bien, et puis il y a des dérapages. Et ces dérapages, ils ne sont pas contrôlés. Et donc, en fait, pour établir le parallèle, il y a une culture du versement, mais il n'y a pas une culture suffisamment adaptée au contrôle, et au contrôle vraiment sérieux. Et donc, par voie de conséquence, l'une des recommandations parmi les 55 que nous formulons, c'est de dire, quand il y a une prestation qui est versée, faites en sorte qu'elle soit versée sur un compte dans un établissement bancaire français.
Rien que cela, déjà, ça permettrait d'éviter un certain nombre d'effets de bord. Et probablement plusieurs milliards qui, du coup, pourraient être économisés, tout simplement parce que c'est quand même incroyable, c'est des prestations sociales, même si les personnes habitent à l'étranger, ce qu'on peut parfaitement entendre, on peut imaginer que ça transite par un établissement bancaire français, de telle sorte que celui-ci puisse aussi diligenter un certain nombre de contrôles, puisque les établissements bancaires ont des obligations en la matière. Donc ça, c'est une illustration. Ensuite, quand l'organisme est lui-même en charge d'assurer le contrôle, il a tendance à minimiser parce qu'en réalité, s'il ne minimise pas, ça voudrait dire qu'il ne fait pas correctement son travail. Et donc, il y a aussi un petit peu ça, et c'est pour ça qu'on serait assez favorable à ce qu'il y ait une agence nationale de lutte antifraude pour que, ce ne soit pas les mêmes qui soient jugés partis, puisque en réalité, le directeur d'un organisme, il est lui-même juge de ce qu'il fait en la matière. Et donc, évidemment, il a tendance à minimiser le phénomène. Et puis ensuite, comme vous le disiez, il y a toujours cette idée, c'est un peu la fraude du pauvre, sauf que la donne a complètement changé. Elle a complètement changé, et cette réalité-là, il faut la faire passer. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aujourd'hui au gouvernement et aux dirigeants d'organismes de sécurité sociale, quels qu'ils soient, qu'on est aujourd'hui dans une exploitation par des réseaux. Et donc, c'est ces réseaux qu'il faut arriver à attaquer. Donc voilà, je crois qu'il y a plusieurs choses. Et puis ensuite, si vous ajoutez à cela une volonté politique qui, pendant longtemps, n'était pas au rendez-vous, Charles Prats faisait référence au travail qu'effectue la Cour des comptes. Là aussi, nous étions un peu interrogatifs parce que dans le passé, la Cour des comptes, évidemment, certifiait les comptes de ces organismes. Et donc on se disait, mais est-ce que, chez les anglo-saxons, on appelle ça due diligence, hein, est-ce que ils ont fait diligence pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude, quoi, hein. Et d'ailleurs, vous aurez noté que c'est assez intéressant. De plus en plus maintenant, depuis une petite année, la Cour des comptes émet cette fois-ci des réserves et refuse de certifier certaines parties de comptes sociaux. Ça, c'est nouveau. Je pense que là, parce que là, du coup, c'est la Cour des comptes elle-même qui est susceptible d'être remise en cause. Et donc, je pense que là, progressivement, si on arrive à tirer cette pelote, les choses vont évoluer, parce que, là encore une fois, la Cour des comptes, elle a dit des choses extrêmement importantes. Le dernier rapport encore qui concerne les prestations retraite, il est très clair, il est assez incendiaire d'ailleurs, avec les caisses de retraite. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'une des dernières décisions d'Édouard Philippe, ça a été la suppression de la délégation nationale de la lutte contre la fraude, qu'il a remplacée par une mission finalement au pouvoir très restreint. Oh bah, écoutez, avant la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui avait été créée en 2008, suite à une lettre de mission de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, c'était un organisme qui avait rang de direction générale, d'administration centrale. Donc, en gros, c'est une direction générale de Bercy, petite, mais avec un rang de direction générale, avec un patron qui était un directeur général, délégué national, mais qui avait rang de DG d'administration centrale. Et effectivement, elle a été remplacée par une mission interministérielle dont le responsable n'est plus du tout directeur général, il est ce qu'on appelle expert de haut niveau, donc c'est totalement décranté. En gros, il a un rang de sous-directeur d'administration, peut-être même pas, voilà. Donc c'est très symptomatique. C'est-à-dire que, alors même que vous avez des missions parlementaires, des commissions d'enquête qui pointent un véritable problème, à un niveau monstrueux, en réalité on décrante le dispositif qui devient finalement, on verra ce que ça va donner, mais globalement le rôle de cette mission interministérielle va être de collecter un petit peu ce que lui diront les administrations et les organismes et de faire un rapport annuel, quoi, voilà. Mais vous n'aurez plus véritablement de mission de coordination, de pilotage. Et en fait, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une agence d'État avec même des pouvoirs de contrôle, donc en enquête administrative, on a totalement décranté le système et affaibli le système de coordination nationale. C'est un choix qui a été fait. Je ne reviendrai pas sur les raisons particulières de ce choix qui
moi je les connais, mais qui tiennent à des considérations purement administratives et de carrière de personnes au sein du ministère des Finances, bon voilà, je n'en dirai pas plus, mais moi je sais exactement pourquoi ça a été fait comme ça, et c'est triste de voir qu'une politique publique qui est fondamentalement nécessaire et prioritaire, en fait, est passée à la trappe au profit de considérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général en l'espèce. À tel point d'ailleurs que, pour la petite histoire, les syndicats du ministère des Finances, avec lesquels j'ai encore beaucoup de relations, puisque j'ai été secrétaire général moi-même d'une des fédérations de fonctionnaires de Bercy, donc j'étais patron d'une de cette fédération de fonctionnaires, donc j'ai toujours des contacts syndicaux. Moi j'ai appris tout ça par mes contacts syndicaux au ministère des Finances. Les syndicats avaient envisagé à un moment donné de porter l'affaire en justice sur cette histoire-là. Donc il y avait des vrais sujets, puis finalement bon, ils ont un peu laissé courir, ils ont laissé tomber, mais c'est assez triste. C'est assez triste. Bon voilà, c'est très problématique parce que, comme le disait Patrick Hetzel, on est face à un problème de culture. C'est-à-dire que les organismes de protection sociale, eux, ils ont la culture du paiement des prestations et de la prise en charge des gens, ce qu'ils font relativement bien d'ailleurs en France, il n'y a pas de problème. Mais la lutte contre la fraude, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même état d'esprit quand votre boulot, c'est d'aider les gens et de les prendre en charge, que quand votre boulot, c'est d'attraper les bandits et de traquer les fraudeurs. Ça, c'est un boulot de flic. Donc, entre guillemets, quand je dis flic, c'est un boulot d'enquêteur, donc c'est pas la même chose. Donc, autant créer une unité spécialisée dont c'est le métier, et d'ailleurs qui dépendent de l'État, parce que ça permet aussi d'assurer une certaine indépendance. N'oubliez pas que les organismes de protection sociale en France sont gérés de manière paritaire, entre les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, etc. Donc voilà, vous sortez le contrôle et le contrôle à la fraude de leurs compétences pour la confier à une agence d'État, dont ce serait le métier, et vous laissez les organismes de protection sociale faire très bien ce qu'ils savent faire très bien, c'est-à-dire prendre en charge les gens et les aider. Ça, c'est leur mission. Et par contre, attraper les bandits, on peut considérer que ça pourrait être la mission d'une agence d'État, a priori plutôt placée à Bercy, au ministère des Finances, c'est quand même la logique. Et voilà. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait, c'est un peu dommage, parce qu'en plus, en termes de structure administrative, il n'y a pas besoin de recruter des fonctionnaires en plus. Vous savez, de redéploiement d'effectifs, vous mettez en réalité la direction opérationnelle des agents, des contrôleurs sous la houlette de cette structure, ça peut se faire assez facilement et assez rapidement. Ça ne nécessite pas des grosses modifications législatives éventuellement pour les pouvoirs d'investigation. Après, c'est du réglementaire, c'est la création de services, etc. Donc c'est des choses qu'on sait très bien faire. En une semaine de travail, les textes sont rédigés et puis après, il n'y a plus qu'à les faire adopter. Ce ne sera pas la première fois qu'on fera adopter des dispositions d'urgence ou par amendement dans le cadre des lois de finances ou des lois de financement de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est des choses qui pourraient être faites assez rapidement et puis qui en plus auraient un véritable impact vis-à-vis de la population. C'est-à-dire d'expliquer aux gens que la politique et la priorité, c'est d'aller chercher l'argent dans la poche des fraudeurs et des voleurs plutôt que dans celle des contribuables, et plutôt que d'augmenter les taxes et impôts, comme ça va nous prendre au nez, parce que là, pour l'instant, quoi qu'il en coûte, comme disent certains, mais quoi qu'il en coûte, je vous donne rendez-vous pour la loi de finances pour 2023 dans un an et demi, et on va voir à qui il va en coûter, vu l'état des déficits et de la dette en France. Voilà, donc moi je considère qu'il vaut mieux aller chercher l'argent dans la poche des bandits et des fraudeurs que dans celle des contribuables, augmenter leurs taxes ou leur raboter les prestations, les retraites, etc. Il faut savoir quelles sont les priorités. Maintenant, si la priorité c'est de toujours tondre les mêmes parce qu'ils sont bien gentils et qu'ils acceptent d'être tondus, je ne suis pas certain que ce soit de bonne politique et je ne suis pas certain qu'à un moment donné, le contribuable accepte d'être tondu jusqu'au bout, alors qu'il sait, maintenant, il sait qu'il y a un problème. Bien sûr. On pourrait parler, mais ce serait un sujet de l'histoire de fraude à la TVA et de ce qui n'a pas été fait en matière de fraude à la TVA, si on veut parler de fraude fiscale. Mais là, en matière de prestations sociales, maintenant, on sait. C'est-à-dire, on ne peut plus dire aux gens, voilà, on est en France, UKID, UKIDA, tout va bien, on est 67 millions, mais on prend en charge, on paye les prestations à 75 millions de personnes. Non, ça, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et ceux qui croient que c'est possible, ils vont vers des déconvenues électorales et politiques, ça va leur faire bizarre.
Oui, pour rebondir là-dessus, nous, ce qui nous a frappé, alors on peut passer en revue, on peut évidemment parler des prestations retraite, etc. Mais si vous prenez l'assurance maladie, là aussi, il y a des choses qui pourraient être... On pourrait par exemple faire comme le font les Espagnols, avoir simplement des ordonnances électroniques. Donc du coup, qui permettraient de sécuriser l'ordonnance. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe aujourd'hui des réseaux qui vont récupérer évidemment des médicaments très chers, en utilisant de fausses ordonnances, sur du papier en tête de médecin obtenu frauduleusement. Ça va passer évidemment chez les professionnels de santé, récupération de ces médicaments et qui sont vendus par des réseaux à l'étranger. Donc, et là, on voit bien où ces médicaments peuvent avoir des valeurs extrêmement importantes. Et donc, là aussi, c'est en bande organisée. Et c'est d'autant plus en bande organisée que le risque, cette fois-ci pénal, il est aujourd'hui très faible. Hein. Donc on voit bien que, pour répondre encore à la question que vous posiez tout à l'heure, je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui aux responsabilités n'ont pas mesuré l'évolution des pratiques de ces fraudeurs. Et ces fraudeurs, quand il s'agit de monter une filière de médicaments obtenus grâce à des ordonnances en France et qui partent à l'étranger, aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc, on voit bien que c'est des choses qu'il faut arriver à stopper. Et donc, il faut aussi avoir d'autres approches. Et le politique, en réalité, enfin une partie, hein, puisque on voit bien que c'est pas ce qui arrive en premier comme réflexe, alors que les sommes en jeu, nous le savons, elles sont considérables. Alors, juste peut-être un exemple sur les histoires de fraude avec les ordonnances, etc. C'est parlant, vous savez, le Subutex. Oui. C'est un substitut à l'héroïne, donc c'est utilisé par les toxicomanes quand ils doivent se soigner pour éviter qu'ils se droguent. Et donc en France, c'est quelque chose qui est remboursé à 100%, et donc vous êtes pris en charge avec votre carte vitale, ce qu'on appelait la semi-complémentaire avant, donc la complémentaire solidaire santé, ou alors à l'AME si vous êtes étranger en circulation régulière. Et donc vous pouvez avoir droit à vos cachets de Subutex. La posologie, c'est un cachet par jour, et ce sont des boîtes de 7 cachets, le Subutex. Et donc, alors j'explique ça dans le livre, nous avions à peu près 97 000 patients qui étaient répertoriés pour avoir des posologies de Subutex, pour être pris en charge pour le Subutex. 97 000 patients au Subutex, ça représente un peu moins de 5 millions de boîtes par an à la posologie normale. Vous savez combien on écoule de Subutex et de générique Subutex par an? On en écoule 9 900 000 boîtes, 10 millions, le double. C'est-à-dire que vous avez la démonstration que la moitié du Subutex mis sur le marché en France ne va pas pour le malade normal, ça veut dire qu'il est détourné. Et pourquoi est-ce qu'il est détourné? C'est parce que ce cachet, qui est considéré comme un médicament en France et qui est gratuit, en final, enfin gratuit, c'est la Sécu qui paye, c'est le contribuable qui paye. Il est considéré comme une drogue dans certains pays. Alors moi, je me rappelle avoir instruit des dossiers de trafic de Subutex avec l'île Maurice, notamment, quand j'étais vice-président chargé de l'instruction à Créteil, puisque l'aéroport d'Orly était la plaque de sortie, la porte de sortie pour ces trafiquants-là. Mais vous allez par exemple en Europe du Nord, je crois que c'est en Finlande de mémoire, sur certains types de clients, le cachet est revendu 400 €. C'est-à-dire que vous avez compris immédiatement quel est le bénéfice pour une organisation criminelle. C'est-à-dire que la sécurité sociale française, l'État français, finance finalement gratuitement des organisations criminelles qui se font des centaines de millions d'euros de bénéfices sur notre dos. Là, on n'a pas 850 millions ou 1 milliard d'euros de fraude directement qui nous coûte, mais donc nous, ça nous coûte X. Le cachet, la boîte doit être à 16 ou 17 €, donc vous voyez, faites le calcul, fois 5 millions de boîtes qui seraient détournées. Mais par contre, derrière, c'est un bénéfice énorme pour les organisations criminelles qui sont derrière ça. Et là, c'est pas la fraude du pauvre. Hein. Bien sûr. Si vous voulez, à 4 millions d'euros le sac de voyage rempli de cachets de Subutex, le trafiquant, c'est pas le pauvre au RSA. Hein. Et c'est ça la réalité aussi de la fraude sociale.
et que manifestement on ne veut pas voir. Et ça, c'est du concret. Et là, ce sont des chiffres, des données. D'ailleurs, c'était dans un article du Monde qui expliquait 9 900 000 boîtes. Après, si vous connaissez un petit peu les posologies, vous faites le calcul et vous vous rendez immédiatement compte qu'on a un souci. Mais bon, qui est connu. Des dossiers de trafic de Subutex, on en a eu énormément. Il y a régulièrement des médecins qui sont attrapés, surtout des pharmaciens, puisque les systèmes d'information de l'assurance maladie sont bien faits. On sait exactement au jour le jour qui fait quoi. Voilà. Donc on sait très bien quelles sont les pharmacies qui vont délivrer plus de Subutex que la normale. On sait très bien quels sont les médecins qui vont avoir ce qu'on appelle une méga activité, donc qui vont travailler 48 heures par jour. Voilà, c'est ceux qui sont sur la droite de la courbe de Gauss. Pareil pour les infirmiers libéraux, etc., etc. Donc on a des moyens de mieux lutter contre la fraude, et c'est vrai que souvent on se demande qu'est-ce qui se passe. On se demande pourquoi ces médecins super actifs ou ces infirmiers super actifs, libéraux, ne se font pas attraper, ou alors très très tard. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent interroger. Et là, c'est pas des fraudes de pauvres, à chaque fois on parle de centaines de milliers d'euros de préjudice pour l'assurance maladie. Voilà, c'est des choses qui sont sues et connues malheureusement depuis longtemps, que la Cour des comptes d'ailleurs a quantifié sur des taux de fraude. On sait qu'on avait, de mémoire, la Cour des comptes identifie 3%, un taux de 3% de médecins libéraux qui seraient comme ça suractifs, donc potentiellement fraudeurs. On est à 13% chez les infirmiers libéraux et on est à 5% sur les masseurs-kinésithérapeutes. Donc ça commence à faire des taux de fraude soupçonnés très très importants. Et là, on ne parle pas du pauvre au RSA. Alors, je vois qu'il y a une question dans la salle de Madame la députée Laurence Trastour-Inard, députée des Alpes-Maritimes. Si vous voulez poser votre question. Oui, bonsoir, merci. J'arrive pas à mettre la vidéo, donc vous n'aurez que ma photo. Bonsoir. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur la fraude et pour avoir échangé avec, j'allais dire, des agents d'exécution de la Caisse d'assurance maladie qui signalent des fraudes et qui s'attachent à les signaler, ils ne se sentent pas du tout suivis par leur hiérarchie. Et ça, je trouve ça déplorable parce que ce sont des gens qui sont démotivés du coup par rapport à leur travail. Et ces personnes m'avaient également signalé qu'au moment du Covid, au début du Covid, énormément de cartes vitales avaient été validées alors que les droits n'étaient peut-être pas forcément ouverts. Mais on les a validées, je dirais, dans la précipitation pour pas que les gens se retrouvent sans assurance maladie avec la pandémie qui démarrait. Donc je pense que ce sont des gros problèmes qui augmentent encore plus, je dirais, ce système de fraude. Je voudrais également rebondir sur quelque chose qui est absolument légal, mais qui n'est pas une fraude, mais qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. On sait aujourd'hui que 37% des personnes qui la touchent sont des personnes étrangères, 32% sont des personnes qui sont hors de l'espace européen et qui n'ont jamais cotisé en France et qui gagnent aujourd'hui plus que des agriculteurs, par exemple, qui ont cotisé toute leur vie, ou des commerçants. Donc, moi, j'avais moi-même déposé une proposition de loi pour supprimer l'ASPA aux personnes étrangères qui n'ont jamais cotisé, ou en tout cas de la réglementer pour avoir au moins déjà cotisé 10 ans en France pour pouvoir la toucher. Parce que c'est absolument anormal que des personnes qui n'aient jamais exercé l'activité professionnelle en France, qui n'aient jamais cotisé, touchent cette allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'était juste un témoignage. Alors, sachant qu'en plus, normalement, vous savez que sur l'ASPA, c'est ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Pour l'ancien minimum vieillesse, voilà. Sur l'ASPA, normalement, l'autorité publique est censée pouvoir se rembourser sur l'héritage. Je ne suis pas certain que sur les personnes qui soient résidentes à l'étranger, ce soit fait. Un, et deux, normalement, de mémoire, il doit y avoir une condition de résidence sur le territoire national. Oui. Pour toucher l'ASPA. Donc, si vous avez des éléments qui vous disent qu'un tiers des gens qui touchent l'ASPA ne sont pas sur le territoire national, ça pose un vrai sujet de respect de la loi. Parce que la loi, il me semble, c'est résidence sur le territoire national. Et donc, avec les critères de nombre de mois de résidence, etc., c'était toute l'histoire des Chibani qu'on nous a ressorti, où en fait, on connaît ces histoires de fraude, où les personnes, en réalité, ont une domiciliation fictive en France, mais ne résident pas en France, mais touchent l'ASPA, donc le minimum vieillesse. On avait fait des contrôles dans le Var de mémoire, et on avait des taux de fraude découverts qui étaient absolument phénoménaux
sur l'ASPA, hein, avec des gens qui en fait ne résidaient pas là et donc qui grugeaient à la fois donc, le minimum vieillesse mais aussi les allocations de logement parce que ils touchaient aussi une allocation de la CAF pour payer le logement fictif qu'ils n'occupaient pas. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Alors ça se compte pas en dizaines de milliards d'euros, hein, les fraudes à l'ASPA au minimum vieillesse, mais c'est un vrai sujet de fraude notamment à la résidence puisque le principe des fraudeurs, c'est d'essayer de toucher cette allocation alors même qu'ils ne résident pas sur le territoire national. Et il y a eu des cas où, quand vous aviez des fonctionnaires qui essayaient de bloquer les choses, on a eu des trucs hallucinants. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque du directeur des services fiscaux de Marseille, qui avait décidé de ne plus délivrer les avis de non-imposition, comme ça, par courrier. Il exigeait que les gens se présentent auprès des services fiscaux pour vérifier si réellement ils étaient résidents en France. Et donc, forcément, ça bloquait les attributions d'allocation. Et donc à l'époque c'était la HALD, c'était avant le défenseur des droits, la HALD avait été saisie et la HALD avait saisi le procureur de Marseille pour que des poursuites pénales soient engagées contre le directeur des services fiscaux pour discrimination. Alors heureusement c'était Jacques Beaume qui était procureur de Marseille, le procureur avait pris le signalement de la HALD et puis avait fait un classement sans suite. Mais voilà, on en était là quand même, hein. C'était hallucinant. C'est-à-dire que le fonctionnaire qui faisait son boulot pour éviter qu'il y ait des fraudes, se faisait mettre au pilori par une institution publique. Enfin, c'était quelque chose qui nous avait quand même semblé absolument délirant. Et heureusement, la justice, les magistrats quand même, qui voient les choses, hein, je veux dire, les procureurs, ils sont confrontés sur le terrain, ils voient tous les jours hein, les fraudeurs, les bandits, les voleurs, etc. Avaient dit non mais attendez, non, l'autre il fait son boulot, au contraire, hein, c'est plutôt bien. Il est hors de question d'aller enquiquiner le directeur des services fiscaux. Mais ça avait quand même traumatisé les agents des impôts hein, à Marseille à l'époque. Se dire mince, on fait notre boulot, et puis poum, on se fait tomber dessus. Mais bon. Vous avez eu plein de choses comme ça aussi pour les contrôleurs des CAF. Hein. Quand ils demandaient les passeports pour vérifier les entrées-sorties sur le territoire national pour calculer si oui ou non la personne respectait les règles, la HALD leur était aussi tombée sur le paletot en disant comment ça, vous faites des contrôles des passeports, etc. Donc on avait dû modifier la loi pour permettre aux agents de contrôle de pouvoir demander un certain nombre d'informations pour les sécuriser. Parce qu'après, les agents de contrôle, il faut se mettre à leur place. Les gars, ils arrivent, font le boulot, et puis ils se font tomber dessus, et puis le risque pénal, c'est pour eux. Donc c'est vrai que ça peut être problématique parfois. Maintenant, sur ce que vous dites en matière de démotivation des agents des organismes, oui, les agents de base, je le vois bien. Moi, quand mon livre est sorti, vous imaginez bien que je ne me suis pas fait que des copains dans les hautes sphères des organismes de protection sociale. C'est pas grave, on se connaît tous depuis des années, donc c'est pas un problème. Mais moi, j'ai pas eu un seul mauvais retour des agents de base, hein, des contrôleurs, des gars sur le terrain. Au contraire, eux, quand ils lisent le livre ou qu'ils m'écoutent, ils ont l'impression qu'on leur parle de leur quotidien, de leur vie de tous les jours. Donc eux, ils savent, effectivement, ils disent oui. Par contre, dès qu'on monte dans la hiérarchie, pour plein de raisons, c'est là où on a abouti à des auditions qui doivent encore être sur Internet. Moi, j'invite tout le monde à aller revoir les auditions de la commission d'enquête, hein, parce qu'il y a des choses qui sont absolument hallucinantes à écouter. Il y a quelques perles. Il y a quand même des perles, avec des allers, des retours. Et un jour, il y a 2 600 000 cartes vitales en surnombre, le lendemain, il y en a plus, ou 2 jours après, il n'y en a plus que 600 000. Il y en a 2 millions qui ont disparu en 48 heures. Les chiffres sont jamais les mêmes. Tout le monde est en train de s'empapatouiller là. Un sénateur qui avait fait un rapport qui se retrouve cloué au pilori avec son propre rapport et qui dit non mais c'est pas moi qui ai rédigé, en fait c'est l'administrateur du Sénat. Ouais. Et hop il lui passe, qui s'appelait, je me rappelle, Monsieur Bonnet, donc il lui fait porter le chapeau quoi. Hop, qui est un peu embêté. Enfin voilà, c'est des trucs. Hein. C'est un sujet qui est tellement explosif. En fait, quand vous mettez les gens devant leurs contradictions avec simplement des faits, quoi, c'est basique, hein, et ben ils se retrouvent bien embêtés. Ça, c'est des techniques de juge d'instruction. Hein. C'est vrai que moi, ça me rappelait un petit peu mes auditions, les interrogatoires que je menais quand j'étais juge d'instruction, quand je regardais sur Internet en direct les auditions de la commission d'enquête, et c'était assez amusant, parce que vous aviez donc les gens qui disaient un certain nombre de choses, des questions qui étaient posées, puis après vous avez le rapporteur ou le président qui disait « Mais au fait, c'est un peu comme Colombo, encore une question ». Peut-être là encore une question, mais je comprends pas. Vous avez dit que, mais en fait voilà, alors c'est quoi? Alors vous avez dit qu'il y a 67 millions, mais comment ça se fait qu'il y a 73 millions 7? Alors c'est qui les autres? Et puis là, voilà, il n'y a plus de réponse. On a eu quelques moments de ce type-là, effectivement.
Et pour rebondir sur ce que disait Laurent Strastou-Risnard, sur le terrain, effectivement, on est totalement en phase avec ce que vient de dire Charles Prats. Effectivement, les gens nous disent la même chose, mais c'est la hiérarchie qui, dans certains cas, bloque, ne veut pas entendre. Et donc, mais pour revenir du coup aussi sur les déclarations, oui, on a vu une directrice générale de la sécurité sociale sous serment, en commission d'enquête, nous donner des chiffres. 48 heures après, un communiqué de presse, cette fois-ci de la Caisse nationale d'assurance maladie, contredisant ce qu'avait dit la directrice générale de la sécurité sociale. Donc à un moment donné, on se dit, tiens, en 48 heures, les chiffres changent, et puis quelle est la fiabilité du coup de ces chiffres, et donc ça montre qu'il y a un vrai problème de pilotage. Juste une question sur les réseaux. Vous disiez tout à l'heure que maintenant ça se professionnalisait, finalement, la fraude. Est-ce que vous avez pu identifier à travers vos travaux des origines particulières? Parce qu'on sait que vous disiez que c'était à la fois dans l'Union européenne mais aussi hors Union européenne. Est-ce qu'il y a des types de fraudes qu'on peut catégoriser en fonction de pays, Oui. Oui, en fait, il faut faire un tableau à double entrée, c'est-à-dire vous prenez les catégories de fraude et puis ensuite vous regardez les pays. Si vous prenez par exemple la question très, très clairement des retraites, là on est sur un sujet qui relève principalement, enfin il y a un pays qui est number one sur le sujet, c'est l'Algérie. Donc voilà. Donc là on se rend compte que ça match assez facilement parce que en réalité, vous vous retrouvez dans des situations où lorsqu'il faut produire des certificats de vie, ils sont produits assez aisément. Donc voilà. Donc là, ça c'est un type de fraude. Ensuite, si vous êtes sur la question par exemple de la captation de médicaments pour les vendre à l'étranger, ça ce sont des choses effectivement que l'on va retrouver, y compris à l'intérieur parfois de l'Union européenne, lorsqu'on va se retrouver avec des pays dans lesquels le produit n'est pas classifié de la même manière. Donc là, on a, ça peut se retrouver sur les pays scandinaves. Ensuite, les autres types de fraude type allocation familiale, etc. On a un certain nombre de pays aussi de l'Union européenne qui sont concernés, ou de pays proches de l'Union européenne. Vous avez de l'Europe centrale, vous avez toujours du bassin méditerranéen. Voilà, donc on voit quand même très, très, très clairement que tout ça est fait de manière délibérée, avec l'arrivée aussi de réseaux qui agissent sur certaines fraudes depuis par exemple l'Ukraine. Et là, on pourrait s'étendre là-dessus pendant longtemps. On a essayé là aussi de bien le documenter dans le rapport. Parce qu'en fait, entre les auditions et le rapport, il y a de la matière. Je pense qu'il y a de la matière pour 2-3 ans pour bien montrer ce qui devrait être fait. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions de la salle ou pas. C'est le moment de vous déclarer. Alors, peut-être en attendant d'avoir des questions de la salle, moi j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Si vous étiez ministre des Finances, Patrick Hetzel, et Charles Prats, ministre de la Santé, ou... Je ne suis pas médecin. Vous pouvez échanger les rôles si vous voulez. Quelles sont les mesures que vous prendriez pour pouvoir mettre fin à ces fraudes? Les principales, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, vous avez un peu tout à l'heure, mais s'il y avait, disons, une ou deux mesures qui vous paraissent essentielles aujourd'hui pour stopper principalement ces fraudes. Allez, carte vitale biométrique déjà. Ça, je pense que je parle aussi là sous le contrôle de Charles Prats, mais enfin, je pense que carte vitale biométrique, ça déjà, ça permet un petit peu de servir la chose. Alors pareil, on nous explique que tout ça, ça coûte très cher. Évidemment, ça coûte très cher, mais du coup, alors ça, typiquement... Moins que la fraude. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce serait un investissement pour lequel vous auriez très rapidement le retour sur investissement. Donc, carte vitale biométrique.
On a évoqué l'Agence nationale de lutte antifraude, ça doit être une priorité. Ensuite, je pense qu'il faudrait là aussi que l'ensemble des patrons d'organismes, à l'image de ce que je disais tout à l'heure du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, il faudrait que dans leur lettre de mission, eh bien, figurent explicitement des objectifs ayant trait à la lutte contre la fraude là aussi en devant rendre compte dans les rapports annuels de performance sur ces questions-là. Moi je mettrais la pression sur les dirigeants de ces organismes. Et puis ensuite, pour terminer, il y a une mesure législative, alors évidemment elle pourrait être perçue comme... d'ailleurs elle n'est peut-être même pas législative, elle est sans doute réglementaire, mais il faudrait la prendre, c'est de dire qu'il faut que notamment les enregistrements au Sandia devraient se faire à partir non pas de photocopie, mais par la production directe d'une pièce d'identité, quoi. Voilà, donc avec ça déjà vous commencez un petit peu à approcher du sujet. Charles ? Alors, bon, première des choses, au-delà de la carte vitale, puisque la carte vitale ne concerne que l'assurance maladie, la première des choses, c'est une biométrisation du numéro de sécurité sociale, et donc la recertification, la remise à plat complète du système et la recertification biométrique de l'ensemble des identités sociales des personnes. C'est-à-dire, en clair, ça veut dire reprendre tout le monde avec les empreintes, donc avec un identifiant biométrique, et donc recertifier le numéro de sécurité sociale dans un délai par exemple de 2 ans. Et si la personne ne s'est pas fait recertifier son numéro de sécurité sociale, elle perd le droit à toucher les prestations. Toutes les prestations, y compris la retraite, la prise en charge maladie, les allocations familiales, etc. Les Belges ont quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire qu'on recertifie l'ensemble de la population avec la biométrie. Ça ne coûte pas très cher, hein. C'est une carte biométrique, c'est quelques dizaines de centimes en réalité. Ce qui peut coûter un peu plus cher, c'est l'enrôlement, c'est-à-dire le face-à-face pour prendre les empreintes. Mais ce n'est pas très 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 coûteux en réalité, d'autant plus qu'il ne nous a pas échappé qu'on passe à une carte d'identité nationale biométrique. Donc pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le fichier des cartes d'identité biométriques? Alors ça voudrait dire rendre obligatoire une carte d'identité en France, hein, mais bon, ça c'est encore une autre question, mais ce n'est pas très compliqué non plus, et je ne vois pas en quoi ce serait philosophiquement problématique. Et de la même manière pour les titres de séjour pour les gens qui ne sont pas français, et ben donc avec une biométrisation et donc avoir un fichier biométrique. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'éviter les doublons d'identité. Donc les gens qui connaissent le système, et notamment par le Sandia, qui vont se créer de multiples identités pour toucher plein de fois les prestations, ce n'est pas des cas d'école, hein, ça existe. Et donc là, vous remettez à plat. Et ça vous permet aussi d'avoir des entretiens et de voir les gens et de voir s'ils respectent les conditions pour bénéficier des prestations sociales. Parce que, je vais me répéter, mais 75 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67 millions d'habitants, ça veut bien dire qu'il y en a quelques millions quand même qu'on doit sortir du jeu. Voilà. Et ben en faisant cette mise à plat, vous allez les sortir du jeu, évidemment. Donc ça, c'est très intéressant comme mesure. Et c'est pas si coûteux que ça, encore une fois, je le répète. Donc c'est d'agir plutôt en amont qu'en aval. C'est remettre à plat le système. De toute manière, c'est un système qui doit être remis à plat. C'est pas d'aujourd'hui. Cette histoire de surnombre des assurés sociaux, surnombre de carte vitale, etc., je ne l'ai pas inventé dans le livre, hein. Je ne l'ai pas inventé comme ça quand je l'ai suggéré à la commission d'enquête parlementaire. J'avais un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de septembre 2013. C'est le rapport de Boris Ravignon qui déjà pointait le problème. On avait à l'époque 8 millions de cartes vitales en surnombre d'après leur mode de calcul et on avait 6 700 000, quasiment 7 millions de prise en charge d'assurés sociaux en plus que de gens qui existaient. Donc vous voyez, la situation a empiré en l'espace de 7 ans. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que des gens qui ne se sentent pas très bien dans les directions de tous ces organismes-là, c'est qu'on avait déjà il y a 7 ans, 8 ans, un rapport de l'IGF et de l'IGAS qui pointait les problèmes. Donc la question c'est qu'est-ce que vous avez fait depuis, quoi. Et donc voilà, remise à plat de l'identité sociale, donc sécurisation par la biométrie de l'identité sociale. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Tous les pays européens le font, notamment sur les titres d'identité, donc autant le faire et aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire l'utilisation de la biométrie pour lutter contre la fraude. Ça signifie qu'il faudra peut-être que la CNIL et le Conseil constitutionnel acceptent de considérer que la lutte contre la fraude aux finances publiques est un objectif à valeur constitutionnelle suffisamment important pour qu'on puisse utiliser des outils biométriques. C'est vrai qu'on a
Il y a des freins de ce côté-là ? Ah, il y a pas mal de freins, à la fois constitutionnels. Il y avait eu des problèmes sur le fichier des identités, des titres TES, fichier TES, hein, donc des titres d'identité sécurisés à l'époque avec le Conseil constitutionnel, donc qui a bloqué un petit peu le ministère de l'Intérieur sur l'utilisation de la biométrie. Et on sait que, alors il faut discuter, mais avec la CNIL, notamment il y a des parlementaires membres de la CNIL, quand vous discutez un peu avec eux, ou vous regardez leur prise de position, on n'a pas le sentiment qu'ils soient hyper favorables à l'utilisation de la biométrie en la matière. Hein. Donc j'en parle avec d'autant plus de liberté et de connaissance de cause qu'il y a un des parlementaires qui est de mon département en province. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec sa prise de position, puisque moi je considère que la biométrie c'est un outil qu'il faut utiliser pour lutter contre la fraude aux finances publiques. Voilà. Parce que c'est le plus efficace en fait. Et deuxième mesure, évidemment, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la création de ce que j'appelle un FBI de lutte contre la fraude sociale. C'était d'ailleurs une mesure qu'on avait expertisée, qu'on avait proposée à l'époque, c'était dans le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy en 2012. Et donc c'est la création de cette agence d'État sous la houlette de Bercy, avec des capacités opérationnelles. Voilà. Et donc sortir la responsabilité de la lutte contre la fraude des organismes de protection sociale pour la transférer à une agence d'État. Et après, avec la vraie volonté d'y aller. C'est-à-dire que c'est pas simplement de dire « ouh là là », non, une fois qu'on y va, on y va. Et donc là, vous avez plein de domaines sur lesquels vous allez pouvoir travailler, les professionnels de santé, parce qu'on sait qu'il y a des sujets là-dessus pour l'assurance maladie. Sur les retraites, on a parlé des problèmes d'ASPA, etc., de fraude à la résidence. Mais on est fondamentalement sur la branche vieillesse, sur les problèmes de fraude documentaire. Si vous voulez. La PAF, la police de l'arrêt des frontières, nous dit qu'on a un tiers de dossiers qui sont potentiellement frauduleux. Donc on a deux options, soit on va les chercher tous les uns après les autres, et c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on paluche 21 millions de dossiers, soit on remet à plat, avec ce que je vous disais tout à l'heure, la biométrisation, c'est-à-dire qu'on annule tout, et on recommence. C'est le grand reset. C'est le grand reset. Voilà, si vous me passez l'expression, c'est le grand remplacement des cartes vitales. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont relativement simples à conceptualiser et finalement pas si compliquées à mettre en œuvre. Alors on viendra vous dire « Ah oui, mais il va falloir refaire le système d'information, il va falloir refaire l'informatique, etc. » Pas forcément. Il suffit simplement de dire « Voilà, monsieur, votre NIR c'est ceci, cela, etc., votre numéro de sécu. » Et ben dans le système d'information, on rajoute une ligne de code en disant « Oui, non. » Oui, parce qu'il est biométrisé, non. Et puis vous créez un autre fichier à côté avec les empreintes. Et puis si à chaque fois, si vous avez une deuxième empreinte qui apparaît, ça clignote. Donc en termes de concept, c'est pas monstrueux à imaginer. Après, ça peut peut-être coûter quelques centaines de millions d'euros, ok. Mais si en ayant investi même 1 milliard d'euros, allez, 1 ou 2 milliards d'euros dans un nouveau système, vous avez sorti 4, 5, 6 millions de personnes du bénéfice des prestations sociales. Je rappelle, 787 milliards d'euros de prestations sociales par an, versés, quasiment 800 milliards, parce que ça augmente, c'est quasi un tiers du PIB quand même en France. Si vous sortez 10% des effectifs sur la dépense, vos 2 milliards investis une fois, vous allez vite les amortir. Bien sûr. Là, c'est pas quoi qu'il en coûte. Merci Charles Prats. Alors avant de laisser la parole à Patrick Hetzel pour la conclusion, dire un dernier mot. Charles, je crois que vous travaillez sur le tome 2 du cartel des fraudes. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, nous mettre en appétit? Alors, puisque en fait, mais vous ne l'avez pas dit au départ, mais c'est vrai que j'ai été nommé secrétaire national de l'UDI à la lutte contre la fraude aux finances publiques. Et là, je travaille sur la suite du cartel des fraudes, puisque le tome 1, qui est jaune fluo, traitait de la fraude aux prestations sociales, et le tome 2 va embrayer sur les problématiques des fraudes Covid. Ça, c'était un peu la mode. Je finissais d'ailleurs sur les fraudes au chômage partiel, et donc j'annonçais, puisqu'on commençait à découvrir les fraudes au chômage partiel, vous savez, avec l'argent qui avait été versé sans aucun contrôle. Là aussi, c'était fabuleux. Vous avez des gens qui sont payés des nouvelles poitrines, la chirurgie esthétique, des voitures et tout, c'était quand même très drôle. Mais je vais surtout expliquer un petit peu de la même manière les tenants et les aboutissants en matière de fraude fiscale, et notamment tous les problèmes qu'on a et tout ce qui n'a pas été fait alors qu'on pouvait le faire. Vous savez, c'est toujours la même chose. Ça fait une dizaine d'années qu'on sait à peu près comment faire et qu'on ne fait pas. Voilà, il y a des choses qui sont assez hallucinantes. Parler aussi des fraudes au travail noir, cotisation sociale, donc c'est en fait plutôt sur le volet prélèvement, où là encore on est en phase de réseau structuré, organisé,
souvent communautaires d'ailleurs, en matière de travail au noir, je pense au BTP, qui gangrène complètement ce secteur économique, avec des entreprises honnêtes qui se font canarder et qui meurent, parce que vous avez des gens malhonnêtes qui, eux, en profitent pour gruger le système, et qui vont faire de la fraude fiscale, de la fraude aux cotisations sociales, qui vont faire de la complète. Leurs salariés, qui sont bien au courant, qui ne sont pas déclarés, aussi vont faire des fraudes aux prestations. Enfin, vous avez des réseaux comme ça qui sont très organisés, qu'on connaît très bien, et qui pillent complètement le système. Donc voilà, c'est un peu informer les gens de tout ça. Faire un petit peu une mise à jour, on en a parlé sur les retraites notamment, et surtout c'est les nouveaux éléments qui sont apparus postérieurement à mon premier livre et puis au rapport de la commission d'enquête Hetzel-Brindeau, peut-être avec des éléments de réponse que la Cour des comptes nous donnera finalement, notamment je pense à ces 7 700 000 bénéficiaires de prestations de retraite là à l'étranger, parce que potentiellement si on arrive à confirmer, ou en tout cas si la Cour des comptes n'infirme pas ce qu'elle a écrit dans son rapport d'il y a quelques mois, on est face à un scandale phénoménal. C'est-à-dire que là, c'est pire que tout, quoi. Et donc, ça risque d'être effectivement explosif au moment de la campagne présidentielle, parce que il faut bien avoir conscience que, ce que je disais tout à l'heure, l'électeur ne va pas admettre qu'on vienne lui présenter une réforme des retraites. Quand on dit réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on vient vous raboter vos pensions. Réforme des retraites égale on vous diminue vos retraites. Voilà, ça ne va pas être on va vous les augmenter. Non, c'est pas ça la réforme des retraites. Il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi aux gens. Et donc voilà, ça va être très compliqué d'aller expliquer aux gens qu'on va leur raboter les retraites, qu'on va leur raboter les prestations et qu'on va leur mettre une torgnole fiscale aussi, parce que si vous me passez l'expression, là il n'y aura pas de problème. La loi de finances qui va arriver avant la fin de l'année, il n'y aura pas d'augmentation. Patrick Hetzel est membre de la commission des finances, je parle sous son contrôle, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'augmentation des recettes fiscales, c'est-à-dire des taxes et impôts. Sauf à Paris, puisque maintenant en 2 roues on va devoir payer le stationnement, mais bon, ça va taxer, mais qu'à Paris, malheureusement pour les Parisiens. Je ferme la parenthèse. Mais par contre, la loi de finances pour 2023, ça va être terrifiant. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir combler le déficit et payer la dette. Je veux dire, et c'est pas la croissance qui arriverait miraculeusement comme ça et qui va venir payer le déficit budgétaire français. Donc voilà, et je crains que les gens, les électeurs, ne supportent pas, à raison, de se faire vraiment massacrer fiscalement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec une concentration en plus de l'imposition sur un nombre de foyers de plus en plus réduit. On en parlait tout à l'heure en aparté, l'impôt sur revenu, 70% de l'impôt sur revenu est payé je crois par 10% des ménages assujettis et 40% par 1%. Enfin c'est vraiment des très faibles, enfin très forte concentration sur quelques personnes, sachant qu'en plus l'impôt sur le revenu lui-même n'est payé que par une minorité de Français. Donc voilà, on ne va pas s'économiser d'une remise à plat fiscale plus juste, et j'en profite pour rappeler que l'impôt juste selon les Français, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, c'est la flat tax à 84%. Je tiens les études à qui veut, qui le veut, mais la réalité c'est ça, c'est que pour les Français considèrent que l'impôt le plus juste c'est la flat tax. Contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, mais à un moment donné, on va être quand même en face d'une situation en 2023 où de toute manière, il va falloir augmenter les recettes. Donc il va falloir trouver un moyen d'augmenter les recettes de la manière la plus efficace possible et la plus juste possible. Et la manière la plus juste, c'est pas l'impôt progressif. Et surtout la manière la plus juste, c'est avant d'augmenter les prélèvements, eh ben, on aille chercher l'argent qu'on nous vole. Voilà. Ça me semble tellement évident, tellement logique, que je crains que dans notre pays, comme d'habitude, cette logique ne prévale pas. Que ça se termine dans un bain de sang, peut-être. Non, pas dans un bain de sang, mais il faut faire attention aux jacqueries fiscales. Il faut faire très attention aux jacqueries fiscales. Patrick Hetzel, pour le mot de la fin. Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Ce qui moi j'ai envie de passer comme message en fin de réunion, c'est de dire que en fait il faut imaginer que aujourd'hui les prestations sociales, enfin Charles Prats y faisait référence, ça représente 800 milliards, enfin pas loin de 800 milliards par an, et que du coup ces 800 milliards c'est comme un tonneau où on a mis en place un certain nombre de tuyaux.
Lorsque ces tuyaux sont légitimes, eh bien, il faut évidemment les maintenir et tout faire pour que l'alimentation et l'arrosage se fassent, mais on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de tuyaux qui n'ont aucune raison d'être et qui relèvent de la fraude. Donc il faut mettre en place ce dispositif pour couper, fermer ces tuyaux qui en réalité viennent pomper de la richesse nationale au détriment évidemment de l'ensemble des concitoyens. Donc c'est là où il faut agir et nous devons collectivement faire passer ce message. Moi, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que le calendrier l'année dernière, en raison de la pandémie, est un calendrier qui ne nous a pas véritablement permis de porter le sujet. On le voit bien, nos concitoyens avaient la tête un petit peu ailleurs, et on les comprend. En pleine pandémie, il y avait d'autres sujets. Je pense qu'il faut que nous portions évidemment ce message en disant, là, il y a du travail à réaliser. C'est du travail en plus de ça qui permettrait d'assainir nos comptes sociaux et d'éviter d'augmenter les taxes. Donc là, il y a matière à faire et ça représente des sommes considérables qui permettraient à la fois d'alléger les phénomènes de taxation et d'autre part améliorer dans un certain nombre de cas les services. Parce que quand je vois les débats que nous avons eus sur, par exemple, le nombre de lits de réanimation, quand vous regardez ce que ça représenterait de les augmenter, par exemple, au niveau national de 3 000 sur l'ensemble du pays, on est sur un sujet qui est à moins d'1 milliard. Donc, alors évidemment, il n'y a pas que l'argent, après il faut avoir les personnels, etc. Mais en tout cas, ce serait à portée de finance si on traitait de manière correcte le sujet que nous évoquons à l'instant et faisons en sorte que les responsables qui sont en charge de ces questions ne continuent pas d'éviter le sujet. Voilà. Eh bien, très bien. Je vous remercie Patrick Hetzel, député de Buparin, et Charles Prats, dont nous attendons le prochain livre avec impatience. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous.